Bonjour à tous. Alors, mon nom est Adrien Roux, je suis biologiste et dans ce petit talk, je veux vous expliquer pourquoi moi, biologiste, j'ai besoin de vous, des ingénieurs, pour réaliser mes recherches et tout ce qui est dans l'exemple des organochips. On fait de la culture cellulaire depuis plus de 150 ans. La culture cellulaire, c'est cultiver in vitro des petites cellules, qui sont souvent des cellules animales, qu'on fait pousser dans des boîtes, qu'on appelle des boîtes de pétri, pour maintenir la stérilité. Et puis, on va les nourrir avec des nutriments, des milieux. Et en tant qu'ingénierie, moi, j'ai besoin d'un incubateur pour reproduire mon environnement du corps humain, de microscopie pour voir mes cellules et de pipettes. Ça a très bien marché pendant une centaine d'années. Puis, on a essayé d'améliorer un petit peu la chose. Et l'évolution a été surtout dans l'augmentation des capacités et des débits. Donc, on a miniaturisé nos systèmes, on les a standardisés, les multiplexés, et on a, avec l'aide d'automates, on a pu à la fois utiliser beaucoup plus de plaques différentes, mais également du pipetage automatisé qui nous a permis de gagner en précision et en robustesse. Donc à la fin, on arrive à avoir des tests qui sont vraiment très robustes, très reproductibles, qui sont peu chers, qui sont rapides, mais on a une information biologique qui est très simple, qui est souvent biochimique. On a une information relativement simple. Et ça commence à arriver un petit peu à ses limites, tout simplement parce qu'on a une prédictivité qui est basse. C'est quoi la prédictivité? C'est de se dire, on fait notre test in vitro dans nos boîtes de pétri, mais après, quand on l'essaye chez l'homme, eh ben, ça marche pas forcément. Et donc, on a un gap entre les deux. Et toutes les industries, dont les industries pharmaceutiques, se disent comment améliorer la chose. L'évolution, elle vient à la fois par l'ingénierie, mais aussi la biologie. D'abord par l'ingénierie, on va essayer d'avoir des modèles de plus en plus prédictifs en, par exemple, ajoutant des capteurs, des sensors, de l'électronique, de la bioinformatique pour améliorer. Et on va les intégrer à l'intérieur de nos boîtes de pétri. Puis aussi, on va travailler sur la biologie en travaillant sur des modèles plus complexes, déjà en utilisant des cellules humaines. C'est pas facile, pas évident de travailler sur des cellules humaines sans avoir des problèmes d'éthique et avoir des modèles qui sont assez reproductibles. Et en des modèles plus complexes, comme par exemple plusieurs types cellulaires différents, ou en utilisant la 3 dimensions. La 3 dimensions qui est beaucoup plus réaliste par rapport à un organe qu'on veut mimer. Donc, ce type d'information-là, on n'a pas énormément en quantité d'informations, mais on a une information qui est beaucoup plus pertinente. Donc, si on se pose la question de qu'est-ce que c'est les organochips, dans la biologie, c'est plutôt un modèle complexe, principalement en 3 dimensions. On va parler d'organoïdes ou de mini-organes, mais il y a un besoin d'ingénierie, en l'occurrence le support, le biochip, qui est un microsystème, et à l'intérieur, on va améliorer avec de la fluidique ou de l'électronique. Et enfin, on a des essais cellulaires. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Et là, pour ça, on essaye d'intégrer ça soit dans des instruments externes, soit plus ou moins intégrés, mais on a aussi besoin d'instrumentation et de software là-dessus pour avoir un organochip. Et à l'arrivée, on veut que ces mini-organes, ils reproduisent complètement la fonction de l'organe. Donc pour faire simple, si j'étudie les cellules cardiaques, je vais essayer de reproduire un mini-cœur et je vais regarder si le cœur bat bien. Alors qu'avant, dans les plaques, on regardait des choses beaucoup plus moléculaires et simplifiées. Moi, dans mon laboratoire, je m'intéresse beaucoup au côté neurobiologie. Donc on fabrique des mini-cerveaux in vitro avec des cellules humaines. Alors pour les générer, on prend plein de cellules, on les mélange, ça va s'auto-agréger et on va avoir des petits mini-cerveaux d'à peu près 1 mm de diamètre. Et ceux-là ont besoin de beaucoup d'oxygénation. Et là, on a déjà besoin d'outils. Et là, en l'occurrence, c'est de l'outil d'imagerie pour voir. Donc pourquoi? Parce que le microscope à fluorescence classique ne fonctionne pas. Le microscope à confocal n'est pas suffisamment puissant pour aller voir à l'intérieur de nos mini-organes. Donc, on va avoir besoin de techniques particulières pour aller voir à l'intérieur. Donc, besoin de physiciens, de spécialistes d'optique et tout ça. Ensuite, on a besoin de construire nos biochips. Alors, pour ça, on utilise dans nos laboratoires des techniques de prototypage rapide par
additif ou soustractif. Là, en l'occurrence, on travaille beaucoup avec des découpes laser pour faire des multicouches de plexiglas, et dans lequel on va intégrer nos capteurs. Ici, c'est des électrodes qui sont réalisées en salle blanche pour avoir tous les sensors qu'on a besoin. Bien sûr, tous ces capteurs, toutes ces mesures peuvent servir à plein de choses. On utilise beaucoup les systèmes de fluidique pour injecter des molécules, pour en prélever, pour les doser, de visualiser aussi, c'est très important, avec des mini-caméras, ou bien de mesurer l'activité électrique. En l'occurrence, moi, mes mini-cerveaux, ils ont une activité électrique que je mesure, et ça génère des quantités de données importantes. Donc, on a besoin de soft pour analyser tout ça. Et bien sûr, tout ça maintenant, ça peut être fait à distance avec toutes les technologies de communication sans fil qu'on a. Ça, c'est juste pour vous montrer un exemple de données qu'on enregistre. Là, donc, on a des données électriques, et à chaque fois que vous voyez une petite barre, c'est un potentiel d'action pour les biologistes, mais c'est tout simplement un signal électrique qu'envoie votre neurone. Et tout le principe, c'est d'aller le capter et de l'analyser. La difficulté, c'est que ça génère pas mal de données, et les organes on chip, on peut les garder sur des jours, des années. Donc, comment gérer toutes ces données-là? Et on a vraiment besoin d'analyse de données très fortes là-dessus. Voilà. Et pour conclure, les tendances, c'est quoi? C'est d'un côté travailler sur la biologie, donc ça c'est mon côté, d'essayer d'avoir des cellules le plus proche possible de la réalité, principalement en 3 dimensions, mais vraiment de travailler sur tous les capteurs, les sensors, l'intégration de cette ingénierie assez large. Et on a encore des challenges techniques qui sont difficilement réalisables, on va dire. Le premier, par exemple, c'est l'effet de taille. Quand nos organoïdes deviennent trop gros, on n'arrive pas à apporter l'oxygène jusqu'au centre. Donc ça, c'est encore un challenge qu'on doit travailler. Puis maintenant, on a des informations beaucoup plus poussées, mais on est revenu en fait à quelque chose d'assez avec un débit assez faible. Donc là, on essaie de maintenant refaire un scale-up avec ces nouvelles technologies. Et je voudrais terminer aussi pour l'analyse de données. Vraiment, l'aide de l'intelligence artificielle là-dessus est devenue indispensable. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, en l'occurrence, nous, pour détecter nos potentiels d'action. Et une fois qu'on aura tout ça, c'est vraiment à ce moment-là qu'on aura tous les outils pour arriver à notre but ultime, qui est de remplacer complètement les tests animaux, donc de passer directement de nos cellules in vitro chez l'homme en ayant des bons résultats. Je remercie toute mon équipe du laboratoire, à la fois les biologistes et les ingénieurs, et je vous remercie pour votre attention.